Alors voyons quelques diapositives sur les maladies liées à l'alimentation. Alors on va plutôt parler des troubles alimentaires de type obésité, anorexie, boulimie, le syndrome de Pica ou l'orthorexie. Toutes les maladies chroniques comme le diabète et le cholestérol qui sont très en lien aussi avec l'alimentation, vous le verrez dans un cours ultérieur. Alors l'obésité, qu'est-ce que la définition? C'est de la graisse corporelle qui est en excès et qui peut être associée à une morbimortalité excessive, c'est-à-dire qu'elle peut engendrer plusieurs pathologies associées. C'est une maladie chronique. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, nous avons à gauche l'adiposité abdominale alors ce n'est pas de Schwarzenegger comme j'ai mis la petite vignette, mais en tout cas c'est de quelqu'un de musclé, donc on voit très peu d'adiposité au niveau des viscères. Par contre, le monsieur de droite, pareil, ce n'est pas l'intérieur de son ventre, mais je vous ai mis cette image pour que vous fassiez un parallèle. Et bien là, on voit par contre les zones blanches sont l'adiposité abdominale. Alors pour rappel, l'IMC, c'est comme ça qu'on calcule l'indice de masse corporelle. Elle permet de calculer la corpulence d'une personne. Donc elle a été harmonisée et ce calcul se fait en fonction de la taille et de la masse de la personne. Attention, l'IMC ne sépare pas la masse musculaire ni osseuse de la graisse. C'est un package total. Juste pour votre information, pendant très longtemps, l'IMC a été, produite pour les adultes. Il existe depuis quelques années maintenant un IMC aussi avec une échelle adaptée aux enfants. Alors les complications de l'obésité, eh bien, vous pouvez développer des pathologies cardiovasculaires de type infarctus, maladie coronarienne, insuffisance cardiaque, AVC. Vous pouvez aussi, vous avez plus de risques de développer des thromboembolies, telles que les phlébites, les embolies pulmonaires. Vous pouvez avoir des problèmes respiratoires aussi, comme l'asthme, l'apnée du sommeil, l'hypoventilation. Vous pouvez développer aussi des problèmes au niveau métabolique, comme le diabète de type 2, la goutte. Les maladies endocriniennes peuvent aussi apparaître. En tout cas, il y a plus de risques qu'elles apparaissent lorsqu'on est en surpoids et en très fort surpoids. Les maladies endocriniennes peuvent engendrer des troubles de la fertilité, par exemple. L'arthrose est aussi très commune des personnes en forte corpulence. L'arthrose qui va se situer au niveau des genoux, des hanches, qui va diminuer la personne. Au niveau dermatologique, des mycoses et les macérations sont bien plus importantes chez ce public que chez un public dont la corpulence est dite normale. Des problèmes d'incontinence aussi risquent d'arriver, comme des risques de cancer, des risques de fausses couches chez les femmes, des risques rénaux et des infections. Il y a aussi, donc ça c'était plutôt les conséquences physiques, il y a aussi les conséquences psychiques et sociales de l'obésité. C'est un public qui peut être atteint de dépression, de troubles de l'estime de soi, qui peuvent se retrouver en isolement socio-professionnel, parfois avec des arrêts de travail ou de l'invalidité. Il peut exister aussi un isolement familial où la famille décide de ne plus rien faire avec cette personne puisque de toute façon elle ne sera pas capable par exemple d'aller marcher très longtemps. Donc au final il y aura petit à petit une perte d'autonomie, ce qui va engendrer une plus grande précarité au-delà des gènes fonctionnels que l'on a vus auparavant. Les risques opératoires et post-opératoires et anesthésiques sont aussi augmentés, tout comme les difficultés d'examens médicaux. Par exemple, faire une palpation abdominale lorsqu'on est en surpoids ou en obésité est bien plus difficile à faire que lorsque l'on est dans une corpulence normale. Les balances parfois ne sont pas adaptées non plus
au poids des personnes, hein. Elle s'arrête à un certain nombre de kilos. Donc si la personne est au-dessus, eh bien ça va être compliqué pour elle de trouver une balance adaptée. Les IRM aussi, ces espèces de gros tubes, n'ont pas forcément la taille adéquate pour accueillir tout ce public-là. Sans parler de certains médicaments qui ne sont pas forcément testés sur un public avec une forte corpulence, donc qui peut engendrer des difficultés par la suite. Au niveau des troubles des comportements alimentaires, nous pouvons retrouver l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie nocturne ou en journée, le fameux syndrome du yo-yo et le syndrome de Pica. Alors, la personne que vous voyez sur la gauche de cette vignette, hein, c'était Isabelle Carreau, elle avait 26 ans et elle était atteinte d'anorexie depuis son adolescence. Alors, cette image est en fait un panneau publicitaire qui était sorti en Italie pour dénoncer la maigreur dans les défilés de mode. Et donc Isabelle Carreau, qui était une Française, avait accepté de poser nue pour parler de l'anorexie. Alors juste une petite parenthèse, à 26 ans, elle est décédée, son corps n'était pas assez fort pour pouvoir surmonter toutes les séquelles qu'elle a développées dues à son anorexie très jeune. Alors qu'est-ce que c'est que cette anorexie? C'est un fort amaigrissement, une hyperphagie rapide et répétée, pas toute la journée, mais à certains moments, on va ingérer des quantités de nourriture. C'est un désir intense hein, de nourriture finalement, l'anorexie, mais tout en neutralisant la prise de poids. Alors pourquoi est-ce que ces personnes décident de neutraliser leur prise de poids? Eh bien tout simplement parce qu'elles ont une perception d'elles-mêmes comme si elles étaient toujours en surpoids. La boulimie, c'est un petit peu le même mécanisme, mais sans le contrôle du poids. Et là, par contre, il y a un étalement de la consommation alimentaire sur toute la journée. Les quantités qui vont être ingérées vont être généralement hypercaloriques. Alors dans ces deux troubles, il existe plusieurs complications comme les troubles digestifs, les troubles dentaires avec l'acidité, hein, lorsqu'on se fait vomir par exemple. Il peut y avoir une aménorrhée, donc un trouble des menstruations, des problèmes cardiaques, rénaux, etc., etc. Alors, les conséquences psychologiques de l'anorexie ou la boulimie sont souvent des personnes qui sont honteuses. Qui culpabilisent, qui sont dans une tristesse, qui ont l'impression au final que leur corps ne leur appartient pas vraiment. Elles ont des troubles du sommeil, une alcoolisation qui peut être plus accrue chez ce public, tout comme une hyperactivité physique chez les anorexiques. Alors les deux troubles sont aussi très en lien avec la kleptomanie, ce qui peut être un des facteurs, un des signes hein, à observer lorsqu'on a des doutes sur le comportement alimentaire de certains individus, surtout l'adolescence, puisque c'est à ce moment-là qu'on a quand même une image de soi qui est plus perturbée, ou en tout cas qui peut l'être. Alors d'où est-ce que viennent ces troubles d'anorexie et de boulimie? Bien, très souvent, c'est déclenché après des conflits ou lorsqu'ils se sentent seuls, comme s'ils faisaient une espèce de lutte anxieuse contre eux-mêmes, contre la société, contre la famille dans laquelle ils vivent. Ils ont une sensation de vide, hein, comme s'ils étaient vraiment seuls, et toujours ce désir intense de nourriture. L'hyperphagie nocturne ou en journée, eh bien, ça va être des personnes qui vont consommer de la nourriture soit dans la nuit, mais de belles quantités de nourriture, soit en journée. Les principes sont à peu près les mêmes sur les conséquences psychologiques, en plus de la fatigue, lorsque l'hyperphagie se passe en nocturne.
Le syndrome du yo-yo est un peu plus répandu puisqu'il s'agit de phases où on va beaucoup ingérer d'aliments et puis on aura une phase tout à fait ordinaire et puis on va vouloir à nouveau reconsommer. Hein, c'est vraiment cette espèce de vague où on prend, où on arrête de prendre, on reprend, on arrête de prendre, on reprend, on arrête de prendre. Le syndrome de Pica. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait une vignette à part entière? Eh bien, c'est qu'en fonction du public que vous allez accompagner, vous pouvez être amené à croiser des personnes souffrant du syndrome de Pica. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une consommation de substances non comestibles et non nutritives, comme par exemple ingérer du papier, ingérer de la terre, ingérer des cailloux, ingérer du savon, du verre, etc., etc. Des cafards, des araignées, enfin, vous voyez un petit peu ce qui n'est pas forcément comestible, en tout cas accepté dans notre société. Généralement, les substances que vont consommer ces personnes ne les mettent pas en danger. Bien sûr que manger de la terre ou du papier, ça ne va pas causer une mortalité. Par contre, ça peut ça peut entraîner des complications, comme des obstructions intestinales, des troubles parasitaires. Alors, ce syndrome de Pica, jusqu'à l'âge de 2 ans, il est considéré comme normal, parce que les enfants mettent tout à la bouche. On les a vus manger le sable, mettre des mégots, des vieilles capsules qu'ils trouvent par terre, hop, ils le mettent à la bouche. Ceci fait partie du développement normal de l'individu. Au-delà de 2 ans, ça peut continuer un petit peu, hein, faut pas être non plus très figé dans les âges, hein, n'oubliez pas que ce sont des moyennes, mais en tout cas, l'enfant à partir de 2 ans et demi, va avoir une consommation alimentaire qui est proche quand même de la nôtre et va arrêter de consommer tout ce qui n'était pas adapté. Alors, ce syndrome de Pica, il touche particulièrement les personnes ayant un trouble du spectre autistique ou ayant une forme de schizophrénie ou un déficit intellectuel. Juste pour précision, ne soyons pas alarmistes, d'accord? Certaines coutumes dans le monde peuvent avoir des particularités alimentaires. Il y a certains peuples qui vont consommer de l'argile dans les us, les coutumes, et parce que ça aussi leur fait du bien au niveau intestinal, puisqu'ils ont l'habitude, ils font ça depuis des générations et des générations. Donc dans ces cas-là, on ne parle pas de syndrome de Pica. Donc il faut quand même rester très prudent et ne pas tout de suite dire qu'il y a une problématique. L'orthorexie, alors ce nom n'est pas forcément très employé, mais pourtant il est assez commun. Ça concerne toutes les personnes qui vont mesurer la quantité de calories qu'ils vont ingérer par jour. Rien n'est dans l'excès, tout est calculé. On peut se poser la question du plaisir alimentaire et qu'est-ce qu'il leur reste par la suite. Est-ce qu'ils ne mangent que pour manger ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui se développent? Tout ça dans une idée de pouvoir contrôler ce qui le... Et voilà, c'est la fin de ce petit diaporama. Je vous dis à bientôt.